messieurs, bonjour, mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bien heureux de vous retrouver aujourd'hui à cette émission L'agriculture de demain de l'Institut Jean Garon. Aujourd'hui à l'émission, nos invités, M. Guy Debailleul et Maxime Laplante, et à l'animation, M. Simon Bégin et M. Michel Saint-Pierre. Messieurs, bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Alors écoutez, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet qui a défrayé les manchettes récemment. On pourrait appeler ça « Ces agriculteurs qui en arrachent ». C'est le titre d'un éditorial récent dans Le Devoir où Robert Dutrissac revient sur une conférence de presse récente du président de l'UPA lançant un cri d'alarme au niveau du niveau d'endettement, de la difficulté qu'ont de plus en plus d'agriculteurs ont à rencontrer leurs obligations. On cite même le chiffre de 1 agriculteur sur 10 qui quitterait la profession au cours des 10 prochaines années à cause de cette situation financière. Alors écoutez, ici autour de la table, aujourd'hui, on n'a pas d'invité extérieur. On est entre nous, membres de l'Institut. Guy Debailleul, mon co-animateur régulier. Nous avons aussi Maxime Laplante, ci-devant fondateur de l'Union paysanne, et Michel Saint-Pierre, l'autre coprésident de l'Institut, ci-devant sous-ministre de l'Agriculture et auteur du rapport Saint-Pierre sur le niveau d'endettement des agriculteurs, un rapport qui a été écrit dans la foulée du rapport Pronovo. Alors Michel, peut-être pour mettre la table, nous rappeler un peu certaines conclusions, certaines constatations que tu avais faites lors de ton rapport sur la situation financière de l'agriculture. D'abord, bonjour Simon, bonjour Guy, bonjour Maxime, content de vous retrouver. Oui, l'occasion est peut-être bonne de revenir sur des écrits que j'ai faits il y a maintenant une douzaine d'années, 13 maintenant, quand c'est sorti, dans le rapport qui portait sur notre mode de soutien à l'agriculture. Peut-être juste en quelques minutes, qu'est-ce que c'était que notre situation que je qualifiais de fragile à cette époque-là. On disait l'agriculture du Québec, elle est fragile, et ça, c'est quelque chose qui avait été dit plusieurs fois dans les années antérieures, très endettés, beaucoup plus que nos agricultures comparables, notamment nos voisins, Ontario par exemple, de l'ordre de 1 fois et 3/4 plus de dettes par actif, et 2 fois et quelque chose de plus de dettes par actif que les Américains qui étaient juste au sud. Alors ça, c'est des comparables dont on a toujours eu accès assez facilement. Pourquoi est-ce que nos fermes étaient plus endettées? Donc plus fragiles à tout changement. Je pense notamment à notre ami Raymond Levallois qui disait qu'il s'agirait d'une hausse de quelques pourcentages de taux d'intérêt pour qu'on commence à lancer des hauts cris. Est-ce qu'on n'est pas là actuellement? On est là. Alors, les causes, elles sont nombreuses. On peut dire qu'au départ, on a créé un univers qui était en principe assez sécure au Québec. Une agriculture qui était pour les 3/4, soit en gestion de l'offre, donc pas de problème là, ou soit en ASRA, pour un autre 40-45 %. Donc, on peut dire que presque à 90 % du revenu agricole québécois était couvert par un ou l'autre de ces programmes-là. Donc, on appelle ça full sécurité, si on veut utiliser un langage jeune. Et les banques l'ont bien compris. Alors, les banques se sont littéralement ruées sur nos campagnes quand ils ont compris que ces conditions-là permettaient de faire des prêts sans problème, sans risque. Surtout qu'une bonne partie était garantie par la financière agricole qui s'appelait à l'époque la Société de financement agricole. Donc, on est dans un contexte très sécurisant. Donc, l'offre de capitaux, toute chose étant égale ou comparable, si on veut, est 2 fois plus grande que ce que j'ai trouvé ailleurs au Canada. 2 fois plus de gens qui se promènent dans les rangs et qui représentent soit une banque, soit une caisse ou soit un organisme gouvernemental de crédit agricole. C'est pas mal de monde, ça, qui se promène là. Ensuite de ça, on a remarqué également que notre consolidation en agriculture est plus tardive. On était en pleine, et puis on l'est encore pas mal, pleine consolidation. Donc, consolider veut dire souvent s'endetter pour acquérir le voisin, pour acheter plus de coton laitier. Donc, une autre bonne cause que le Québec était en retard par rapport aux autres. Entendons-nous là, je cherche mes mots, en retard veut simplement dire que les décisions avaient été prises un peu plus tard. L'autre chose qu'on remarquait à l'époque, ça a peut-être changé un peu, mais c'était une cause importante, le transfert des fermes se faisait, beaucoup encore par endettement. Est-ce que c'est encore le cas? On a tellement
prêché et recommandé de faire des transferts graduels, interfamiliales et tout, ou des structures juridiques. J'ai pas leur juste actuellement, mais il y a une douzaine d'années, un des facteurs d'endettement était certainement le transfert de fermes. Donc, on arrivait à un moment où les fermes, d'une génération à l'autre, s'endettaient, mettaient sur le dos de la relève une dette extrêmement importante. Des emprunts pour poursuivre, ben ça, il y en a eu à tout moment, il y a eu des choses. Mais un autre facteur qui est très important, c'était on capitalisait beaucoup sur l'équipement. On avait créé même un indice tracteur qui montrait qu'au Québec, on avait, tenez-vous bien, entre 2 et 3 fois plus de dollars de dette sur des actifs qui étaient tracteurs et équipements aratoires. C'est incroyable. Et ça, c'était, je dirais, avec un peu d'ironie, on était un peu les champions des vendeurs de tracteurs. Et ça se voyait même par la couleur des équipements. Mais cette réalité-là, c'était exactement celle qu'on avait sous les yeux et qui se traduisait donc à la fin par une dette beaucoup plus importante, mais pas trop de problèmes parce que le contexte restait là. La SRA restait là, la gestion de l'offre. Mais dès le moment où tu te resserres, même la SRA, c'est pas blindé, la SRA. Le tiers n'est pas couvert. Dans le fond, c'est la partie des producteurs. Puis si 2 années ou 3 années de suite, tu as recours à ce programme-là, bien, il est bien sûr que tu vas créer un manque à gagner après un certain temps. Alors, notre structure d'entreprise agricole, et ça à peu près dans tous les secteurs, était endettée, donc beaucoup plus fragile. Puis si on va revenir tout à l'heure sur le porc, mais c'était certainement un des facteurs qui jouait et qui a amené souvent des gens à devenir intégrés parce qu'il n'y avait plus moyen de continuer à le faire eux-mêmes. Ils n'étaient plus capables de le faire, ils étaient capables de suivre la cadence des investissements. Alors l'intégration est devenue une réponse souvent facile, puis assez efficace pour faire en sorte que, on n'a plus de problème de ce côté-là. Voilà, fin de mon retour sur l'arrière. Michel, c'est un constat qui remonte à 13 ans et j'imagine que il y avait des recommandations pour qu'on se retrouve aujourd'hui avec une situation d'endettement qui a peut-être peu évolué ou sinon aggravé. Est-ce que ça veut dire que les mesures, les préconisées ont plus ou moins été mises en place? On peut dire que de façon générale, elles n'ont pas été mises en place. La première mesure était de remplacer, sur une période de 5 ans, de faire évoluer nos programmes de soutien pour amener les agriculteurs à avoir un fonds autogéré pour sécuriser ces mauvais jours-là. La SRA, c'est pas ça. La SRA, ça arrive, puis tu le dépenses quand ça arrive. Donc, tu n'as pas d'incitatif à faire de l'autogestion. Donc, le remplacement graduel de la SRA par un programme autogéré, ça s'est fait très, très partiellement par ce qu'on appelle agri-investissement, mais vraiment très peu. Le véritable programme numéro 1, même si c'est pas comme ça qu'on l'appelle, c'est l'ASTRA. D'accord. Écoutez, je ne sais pas, Guy, Maxime, voulez-vous réagir à ce qu'on vient d'entendre? Ben, oui. Je pense que, pour ma part, je ne peux que souscrire à ce que au constat que rappelait Michel. Il y avait peut-être aussi des éléments structurels qui en rajoutaient à qui contribuaient à cet endettement plus important, des éléments structurels, on pourrait dire même culturels. Par exemple, il faut savoir qu'au Québec, la propriété de la terre par les agriculteurs est beaucoup plus importante qu'elle l'est dans les autres provinces. En gros, au Québec actuellement, les agriculteurs sont propriétaires de autour de 85% des terres qu'ils cultivent, alors que si on va en Ontario ou dans le reste du Canada, on serait plutôt à 60%, autour de 60%. Ça veut dire qu'il y a un attachement à vouloir être propriétaire de la terre que cultive, mais ça, cet attachement, il a un coût, et il a en particulier un coût pour la relève, parce que évidemment, sur ces terres-là, il faut s'endetter, alors que si on avait d'autres modalités d'accès, par exemple comme la location à long terme, ben, on n'aurait pas besoin d'emprunter pour ces terres-là. Donc, c'est des facteurs structurels qui rajoutent encore à cette fragilité.
Maxime, toi qui as un regard assez critique sur nos politiques agricoles, est-ce que toi, tu es capable de pointer des causes profondes à la situation qu'on vit présentement? Parce que j'ai une certaine opinion là-dessus. Moi, j'avais montré même plus loin que ça. La commission Héon dans les années 50 et la commission April qui en a suivi 10 ans après dans les années 60 ont clairement établi qu'il fallait éliminer un certain nombre de fermes, qu'il fallait concentrer notre agriculture. Et il y a une série de politiques qui ont suivi subséquemment. La CPTAQ continue à croire qu'en bas de 100 hectares, c'est pas supposé être rentable, alors que 95% des fermes sur la planète ont moins de 100 hectares. J'ai moi-même loin de ça. Ensuite, vous avez les fameux plans conjoints. Donc, on a concentré le droit de produire dans les mains de certains groupes d'agriculteurs. La relève dans le milieu laitier, dans le milieu du sirop d'érable, dans le milieu de la volaille, etc., on oublie ça. C'est malheureux, mais il n'y a pas de relève possible. Je ne vois pas de jeunes acheter beaucoup de vaches à 25 000 $, surtout en sachant qu'il n'y a pas moyen d'avoir moins de 10 vaches. Ensuite, vous avez les normes sanitaires du MAPAC. Tous les petits producteurs qui veulent faire la transformation à la ferme le savent. On leur exige des normes comme si c'était un cadre industriel. C'est pas qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des normes sanitaires. On n'est pas obligé d'exiger le même type de normes sanitaires sur une petite entreprise que sur une usine de transformation. Vous avez tout le système de subvention agricole qui est essentiellement au volume de production. Et dans le cas du porc, c'était prévisible qu'on allait aboutir à des situations comme les fermetures d'abattoirs présentement. Ça fait un demi-siècle que le MAPAC continue à faire fermer les petits abattoirs en région. Donc, les producteurs présentement qui sont à peu près en situation piégée de monopole par Olimel, ben, ils n'ont pas de possibilité alternative de vendre ça. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a subventionné au volume de production, la spécialisation, et là, on a le constat. Écoutez, on s'approche déjà de la pause. Moi, j'ai peut-être un point. Je regarde la conférence de presse du président de l'UPA. C'est pas quelque part... Parce que c'est pas un peu agaçant de voir qu'on demande encore plus d'aide, plus d'argent, et on fait... Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'autocritique dans ces propos-là sur le système qui a généré cette situation-là. Alors, peut-être qu'on pourra revenir avec les réponses ou les commentaires après la pause. C'est un bon commentaire. Alors, la petite pause, ça fait... La voilà. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Les boulangeries Première Moisson vous invitent à découvrir leur grande variété de pains mettant en vedette les blés du Québec issus de l'agriculture raisonnée, laquelle est basée sur le respect du grain et de la terre. Toujours frais du jour et confectionné par des artisans boulangers, Première Moisson, une entreprise 100% québécoise.
Alors, de retour à l'agriculture de demain, où on se penche aujourd'hui sur la crise financière que semble vivre l'agriculture. Écoutez, avant de la pause, je soulevais la question de la sympathie que soulève les problèmes des agriculteurs. Effectivement, c'est des gens qui travaillent fort, qui prennent des risques et qui nous nourrissent. C'est normal que l'opinion publique soit sensible à leurs problèmes. Mais quand on entend le président de l'UPA, dans sa conférence de presse, lancer un appel à l'aide, lancer une demande de plus de fonds, de plus de soutien de l'État pour les agriculteurs en difficulté, ben on n'entend pas beaucoup d'autocritique dans ses propos, parce que par ailleurs, on constate que à l'origine de ces problèmes-là, il y a des effets pervers de systèmes de soutien à l'agriculture ou de pratiques propres au monde agricole québécois qui sont peut-être des causes de ces problèmes. Alors, je ne sais pas, est-ce que le monde agricole devrait être un peu plus autocritique? Mais Simon, peut-être aussi d'emblée, pour revenir aux conférences de presse qui ont été faites récemment, c'est que on n'a pas évoqué le fait que la situation pouvait être différente entre une catégorie de producteurs et une autre, entre les petits et les plus importants agriculteurs, et surtout entre les productions. Parce que on sait bien que 2021-2022 ont été des années où les producteurs agricoles ont été confrontés à des hausses très importantes pour les intrants, pour les engrais, pour l'ensemble et pour l'énergie et tout ça. Mais on sait aussi que c'est une année, en particulier 2022, où les producteurs de grandes cultures, je pense au maïs et au soja, ont vu des prix absolument sans précédent depuis beaucoup de temps. Donc, pour eux, les revenus ont été aussi sans précédent depuis un certain nombre d'années. Et ça n'a pas du tout été évoqué. Je pense qu'il faut nuancer selon les catégories. Il se trouve que, évidemment, quand on parle de prix élevés du maïs et du soja, ça veut dire des revenus élevés pour ces agriculteurs, et ça veut dire des coûts de production encore plus élevés pour les productions animales qui utilisent ces mêmes céréales. Je pense qu'on a manqué un peu de nuance dans la présentation de la situation agricole. En effet, moi je trouve, Guy, que tu as fait raison. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'autocritique non plus, il n'y a pas de regard sur qu'est-ce qui nous a amené à cette situation-là. Dans le fond, on dit continuons comme ça avec plus d'argent. Or, on oublie de dire que déjà, et ça a été dit et répété, le Québec, l'État, le gouvernement du Québec, là, consacre plus d'argent par dollar de revenus agricoles que tout autre comparable en Amérique du Nord. Ça a été dit. Or, on a essayé de le questionner, mais les chiffres, dans le fond, ont été vérifiés et revérifiés à plusieurs endroits, et c'est tout à fait vrai. Donc, c'est pas le manque de soutien, c'est la forme, souvent, qui est là, et c'est notre modèle d'agriculture aussi qui est en cause, et là-dessus, aucune critique, aucun regard, on ne demande pas de revoir ça, qu'est-ce qui nous a amené là, on dit simplement plus d'argent. J'aimerais ajouter peut-être un facteur qui est important et qui paraît jamais non plus, c'est la fiscalité. En agriculture, nos fermes ont l'avantage de pouvoir avoir une fiscalité basée sur le cash flow, sur le flux financier, donc sur les revenus, dépenses, et non pas une comptabilité d'exercice comme ça se fait ailleurs. C'est-à-dire qu'à la toute fin, lorsqu'il y a plus de dépenses ou qu'on dépense davantage, bien sûr, on vient amoindrir la partie qui est revenu net imposable. Et ça, on le fait régulièrement. Et on le fait de façon systématique, même avec l'aide des fiscalistes, en faisant soit des acquisitions en fin d'année, qui peuvent être des avances ou des achats sur par exemple, des fertilisants. Je donne cet exemple-là, ou des semences qui sont achetées, mais aussi beaucoup sur de l'équipement qu'on va amortir rapidement en fin d'année. Et j'avais sous les yeux une annonce fort intéressante, c'est presque
comment dire, c'est un peu, on peut presque en rire, une annonce qui paraissait dans le bulletin des agriculteurs au moment où je faisais mon rapport, donc en 2018-2019, et ça disait, les agriculteurs à la recherche de dépenses, écoutez bien, les agriculteurs à la recherche de dépenses fiscales pour l'année, en l'occurrence, on parlait de 2008, peuvent prendre connaissance des propositions faites par l'entreprise X qui vendait des tracteurs. Alors, c'est assez incroyable. Les agriculteurs à la recherche de dépenses fiscales. Ça veut dire, si vous pensez qu'il y a un petit peu de revenus nets imposables à la fin de l'année, on est en novembre, décembre, faites donc l'acquisition d'un nouveau tracteur et vous allez complètement éliminer votre revenu imposable et pas payer d'impôts. Voilà. Ben ça, on passe souvent ça sous le radar. Là, ça, on le dit pas, mais l'avantage que confère la fiscalité agricole devient, dans beaucoup de cas, un désavantage parce que ça n'amène pas du tout la planification et la création d'un fonds, d'un actif agricole ou d'une base financière qui est solide. Oui, Michel, je pense que c'est un fait que les marchands, les concessionnaires de mèches agricoles ont connu une année record. Maintenant, je reviendrai peut-être... Avec le rapport Pronovo demandait qu'on ouvre les fenêtres du monde agricole, qu'on questionne certains statu quo. Ça a été fait, mais en très faible proportion. Je sais pas, Maxime, qu'est-ce qui s'apprendrait pour que le paysage agricole, que ces fenêtres soient effectivement ouvertes, qu'à un moment donné, on sente un vent d'air frais, que la course à l'endettement soit moins frénétique au Québec, qu'il y ait un peu plus de place pour la relève. Est-ce qu'on doit revenir au rapport Pronovo? Est-ce qu'il y a des solutions là, qui nous échappent actuellement? Oui, tout à fait. Je commence par peut-être un exemple très simple. Production porcine, on est dedans là, avec les abattoirs ou l'abattoir de Vallée-Donchon qui ferme. J'ai été moi-même producteur de porc pendant une douzaine d'années, mais l'ASRA, la fameuse subvention agricole, ne concerne que les élevages qui ont au moins 300 cochons. Fait que tous les petits éleveurs qui en avaient juste 20 ou 50 comme moi, bien évidemment, on passe à travers les mailles du filet. Mais on est quand même en concurrence sur le même marché pour le prix de vente après, par contre. Et ça c'est un premier exemple. Je regarde le fameux programme de rétribution des pratiques agro-environnementales sur 2023 du ministère de l'Agriculture. Et c'est essentiellement calqué sur les besoins des monocultures de maïs et de soya en Montérégie. Donc encore là, on vient de bâtir. Si vous êtes bio, vous n'êtes même pas admissible pour la plupart des volets de ce programme-là en partant. Encore là, on a des programmes de subvention qui encourage le volume de production. Il faut être gros, c'est le financement, c'est le soutien de l'ASRA, c'est le service conseil, etc. Bon, ta question, Simon, comment on fait pour changer ça? Le point de départ, là, je vais me répéter, c'est la vision monolithique, uniformisée. Il n'y a que l'UPA qui peut représenter les agriculteurs. Donc, il n'y a que l'UPA qui gère, avec ses filiales, les plans conjoints, qui gère le financement, qui a géré la financière agricole longtemps, et qui influence la CPTAQ, qui influence la Régie des marchés agricoles, qui influence les comités d'urbanisme des MRC. Donc, cette vision unique de l'agriculture, qui est dans les mains de l'UPA, sans aucune critique, bien évidemment, ça a des conséquences sur tout ça, sur le financement. Donc, lorsque Martin Caron déplore la situation de l'endettement ou de la relève, un instant, l'UPA a été aux commandes de l'agriculture pendant au moins 40 ans. Ils sont responsables de ce qui arrive maintenant. On ne peut pas dire on a été gestionnaire, mais c'est pas notre faute si ça dérape. C'est un peu ma vision des choses. Oui. C'est un très bon point. Puis effectivement, cette vision-là était au cœur du rapport Pronovo, qui était celle de dire sortons du carcan. C'est le terme qu'il utilisait. Ayons une agriculture plurielle. Un autre terme qui revient beaucoup dans le rapport Pronovo. L'agriculture plurielle, c'est diversifions notre modèle d'agriculture. Donc, et le modèle d'agriculture qu'on a là, bien sûr, la syndicalisation telle qu'on la connaît en est pour une des raisons, mais également le ministère est un acteur là-dedans. Lorsqu'on a décidé, par exemple, de soutenir un certain nombre de productions, une quinzaine à l'époque, au début de l'ASRA, et exclure les autres,
on n'était pas dans le modèle dans diversification, on était dans la spécialisation. On voulait donc créer une production particulièrement céréalière pour alimenter notre bétail. Et ça, c'était l'autonomie financière, pas financière, l'autonomie au niveau des approvisionnements. Donc, cette réalité-là, elle rejoint à la fois le syndicalisme, mais aussi le ministère de l'Agriculture, qui aujourd'hui n'a pas l'impression de se poser encore ces questions-là. Comment est-ce qu'on pourrait donner un coup de main ou modifier cette trajectoire-là qui nous a amené là? À l'origine, comment on dit, les accents ou l'orientation de ces programmes-là n'étaient pas nécessairement quelque chose qui devait être dénoncé, là. Sauf que 40 ans plus tard, il n'y a jamais eu de changement. Je connais aucun endroit où on met en place une politique et qu'on la revoit pas et on la questionne même pas pendant 40 ans. Effectivement, Michel, on vient de voir le nouveau partenariat Canada-Québec pour les 5 prochaines années. Et qu'est-ce qu'on retrouve au cœur de ce partenariat? C'est l'équivalent de l'assurance, c'est les mesures de soutien aux productions, et non pas un virage vers une plus grande diversité de modèles, une plus grande pluralité en agriculture. Écoutez, au-delà de la question, évidemment, tout ça est lié. On l'a mentionné, des domaines, une chose qui domine l'actualité agricole actuellement, c'est la fermeture de l'abattoir de porc de Vallée-Jonction, et en arrière-plan, les difficultés du géant qui est Olimel, et encore en arrière-plan, le responsable, le propriétaire de l'Olimel, la grande coopérative fédérée Solio, qui se retrouve dans une situation financière assez difficile. Écoutez, le temps passe déjà, ça sera l'objet probablement d'une autre discussion entre nous. Cette grande question, qu'est-ce qui ne va pas avec nos grandes coopératives agricoles? Il y a 2 ans, c'était le cas d'AgroPure, la grande coopérative laitière, qui se retrouvait dans des difficultés d'endettement et de devoir liquider certains actifs. Aujourd'hui, c'est Solio. Alors, il y a des sérieuses questions à se poser sur la façon dont nos grandes coopératives agricoles, ces grands géants, ces grandes forces qui sont essentielles pour la vitalité de nos régions, qu'est-ce qui se passe dans la cour de ces grands coopératives? Nous pourrons y revenir dans une prochaine émission. La table est mise pour une prochaine émission. Oui. Fort intéressante, je pense. Alors, merci à tout le monde et à la prochaine. Merci.